Économie, défense, géopolitique, longtemps regardée avec dédain, la Pologne est aujourd'hui devenue un acteur incontournable en Europe. Et alors que certains pays leaders, comme l'Allemagne ou la France, semblent décliner, les Polonais comptent bien tirer parti de la situation. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'Europe à l'heure polonaise, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 3, devenir la plus grande armée. En Europe, les 27 se partagent la présidence de nombreuses institutions et le pays en charge change tous les 6 mois. Depuis le 1er janvier et jusqu'à la fin du mois de juin, la Pologne est par exemple à la tête du Conseil de l'Union européenne qui réunit les différents ministres du continent. À cette occasion, Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a prononcé à Bruxelles un discours très remarqué. Si l'Europe veut survivre, elle doit être armée. Nous n'avons pas le choix. Et je ne suis pas militariste. Le message est clair, la sécurité sera le fil rouge de la présidence polonaise du Conseil de l'UE. Le processus législatif mené par la Pologne est donc largement dominé par les questions de défense. Il faut dire que ce pays, entré dans l'Union européenne en 2004, voit la guerre en Ukraine se dérouler à ses frontières depuis 3 ans. L'invasion russe a fait réagir Varsovie, qui compte bien devenir l'armée la plus puissante d'Europe. Pour comprendre comment la Pologne s'engage pour développer sa défense, j'ai fait à nouveau appel à Clément Dagnès, journaliste au service Monde de l'Express et animateur du podcast L'État-Major consacré aux questions de défense, qui nous a accompagnés durant le premier épisode de cette série. Bonjour Clément. Bonjour. Et à tes côtés, Paul Véronique, journaliste également spécialiste des questions militaires. Bonjour Paul. Bonjour Charlotte. Au début de la guerre en Ukraine, vous étiez déjà venu nous faire une revue des troupes polonaises. On va regarder ce qu'il en est 2 ans plus tard. Je vous propose de commencer par quelques chiffres. Alors en 2025, la Pologne prévoit de consacrer 4,7% de son PIB à la défense. Il faut bien se rendre compte que c'est colossal. Et en 2026, ce chiffre pourrait même monter à 5%, ce qui serait conforme à ce que demande Donald Trump aux Européens. Donc c'est vraiment énorme par rapport à d'autres pays. En France, on est autour de 2% du PIB. À ce jour, Varsovie a commandé plus d'une centaine de MLRS. En gros, ce sont des véhicules lanceurs de roquettes. À titre de comparaison, la France prévoit d'en détenir 26 en 2035. À cela s'ajoutent plus de 1000 chars et plus de 800 canons commandés par la Pologne. Ça brosse le tableau. Et comment la Pologne parvient à autant augmenter son stock d'armes ? En fait, elle a décidé de se fournir principalement aux États-Unis et en Corée du Sud. Varsovie avait besoin de regarnir vite ses stocks après avoir donné du matériel aux Ukrainiens. Avec les Coréens, elle a pu obtenir des plans de fabrication qu'elle n'aurait probablement pas eu avec les Européens et ça devrait lui permettre de développer elle-même son industrie de défense. Après, elle achète aussi du matériel, du génie et des satellites à la France et des navires à la Suède. Dans le précédent épisode de cette série, vous aviez évoqué la très bonne santé économique de la Pologne et ça, forcément, ça permet de soutenir la défense et d'investir. Autre composante importante d'une armée, les hommes, qu'en est-il en Pologne ? Alors jusqu'à récemment, la première armée d'Europe en nombre de militaires professionnels, c'était la France, mais dorénavant, c'est la Pologne qui est au-delà de 210 000, en tout cas c'est ce qu'elle annonce, 210 000 militaires d'actifs, et elle veut encore grossir ce nombre, que ce soit en professionnels ou en réservistes. Alors ils sont en train de recréer plusieurs divisions terrestres, et ils montent aussi une garde nationale. Il faut que je précise que c'est une force qui n'est pas là pour aller combattre au front, mais pour garder les lieux critiques, certains territoires, quand d'autres militaires sont appelés à combattre. C'est un peu ce que font d'ailleurs les réservistes en France. Et d'autres divisions de réservistes à côté des divisions professionnelles avec tout le matériel qu'on connaît, les chars, etc., pour combattre au front. On peut ajouter qu'il y a un autre volet dans lequel investit la Pologne. Évidemment, c'est le cyber. La Pologne, c'est le pays de l'Union européenne qui a été le plus visé par des cyberattaques ces derniers mois. Pour la seule année 2024, plus de 100 000 incidents à risque ont été traités, une hausse de 29% par rapport à l'année précédente. Et face à cette guerre numérique, la Pologne a mis sur pied, il y a un peu plus de 2 ans, une force de cyberdéfense qui est rattachée directement à son armée. Elle consacre aujourd'hui 1 milliard d'euros à cette cyberdéfense.
Paul, Clément, est-ce qu'il y a des obstacles à cette montée en puissance de l'armée polonaise ? Alors oui, puisqu'elle a quand même une population qui est vieillissante et un taux de fécondité en berne. Alors certes, la Pologne est en train de développer une culture militaire au sein de sa population, avec des dizaines de milliers de personnes qui ont déjà suivi des formations, des stages pour savoir soigner une blessure, se mettre à l'abri, monter un drone, démonter un fusil, etc. Mais il faudra peut-être plus compter sur les réservistes que prévu. Il y a des domaines aussi où la Pologne n'a pas autant de moyens. Alors par exemple, et c'est très important, c'est les moyens du renseignement militaire. On sait que c'est indispensable quel que soit le niveau d'armement, parce que c'est bien d'avoir énormément de lance-roquettes, comme l'a souligné Paul, mais encore faut-il avoir les capacités de bien cibler. Sa marine, à la Pologne, c'est aussi son parent pauvre. Ils n'ont qu'un seul sous-marin très vétuste actuellement. Le gros des efforts, on le voit, se concentre encore sur l'aéroterrestre. On l'a expliqué avec toi, Clément, dans le premier épisode de cette série. L'élection présidentielle voit s'opposer la coalition de centre-droit du Premier ministre et les conservateurs du PiS. Est-ce que le résultat pourrait influencer la politique de défense ? Alors a priori non, parce que cette question de la défense en Pologne, elle est transpartisane. L'effort conséquent qu'on vient de souligner, il a été entrepris par l'opposition, qui était auparavant au pouvoir, le parti Droit et Justice, les ultra-conservateurs du PiS, et Donald Tusk, qui est l'actuel Premier ministre, il poursuit dans la même trajectoire. Alors, malgré tout, certaines promesses d'investissement ne sont pas faciles à tenir. Il y a eu beaucoup de communication à l'époque de la part du PiS qui cachait aussi la situation de l'armée, et tout ne suit pas entre les productions américaines et coréennes, par exemple, et puis les soldats formés pour faire fonctionner tous ces équipements. Donc il y a beaucoup d'investissements, mais il n'y a pas toujours eu cette bonne réflexion pour tout mettre en œuvre de façon la mieux organisée possible. Il a fallu à Tusk, à son équipe, raccrocher les wagons, rationaliser et donner de la cohérence. Puis il a fait aussi le ménage un peu chez certains hauts gradés qui avaient été favorisés par le PiS et qui n'étaient peut-être pas les plus compétents. Mais le gouvernement Tusk, il ne peut évidemment pas tout détricoter, car la population, elle soutient ces investissements dans la défense, elle les juge primordiaux, et tout ça serait évidemment exploité politiquement par le PiS. Et si le sujet fait autant consensus en Pologne, que ce soit dans la population ou au sein des partis politiques, c'est parce que la guerre en Ukraine a réveillé de nombreuses craintes. Comme souvent quand je vous reçois tous les deux, il est temps de regarder quelques cartes que je suis allée récupérer dans le placard du Service Monde. Paul, Clément, l'enjeu pour la Pologne, c'est notamment sa situation géographique. Oui, si on regarde, la Pologne est quand même, disons, un peu cernée. Elle partage plus de 500 km de frontières avec l'Ukraine, au sud-est, mais aussi 200 km avec la Russie. Parce qu'au nord-est, il y a une zone dont on a beaucoup parlé, c'est l'enclave de Kaliningrad. Oui, c'est ce petit territoire russe au bord de la Baltique, juste ici sur la carte, entouré par la Lituanie et donc la Pologne. Exactement, et dans cette enclave, il y a déjà des troupes russes. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un autre enjeu pour la Pologne, c'est ici, tout à l'est, 400 km de frontière avec la Biélorussie, qui est, rappelons-le, alliée de Moscou. La crainte des Polonais, c'est aussi que la géographie de leur pays est propice à une attaque. De grandes plaines et pas de montagnes ou d'obstacles naturels pour se protéger d'une invasion. Dans cette configuration, vous l'avez dit au début de l'épisode, la Pologne a largement participé à l'aide militaire pour l'Ukraine. Oui, la Pologne, c'est un des principaux alliés de Kiev sur le continent européen. Varsovie a toujours plaidé pour qu'il y ait des liens plus étroits entre l'Ukraine, l'OTAN et l'Union européenne. Et elle a donné aussi beaucoup de son ancien matériel soviétique, qui date de l'époque du pacte de Varsovie, justement, aux Ukrainiens. Et elle en a profité pour renouveler de son côté son matériel avec du matériel plus occidental, plus OTAN. Et Charlotte, est-ce qu'on peut aussi faire une parenthèse historique ici ? Bien sûr, je t'en prie. C'est un point important, mais tout cela se fait alors que l'histoire entre la Pologne et l'Ukraine, elle est assez compliquée. Parce qu'il y a eu de larges massacres de populations civiles polonaises perpétrés par des miliciens ukrainiens en Galicie et en Volhynie en 1943-1944, c'est-à-dire au plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Et je précise que la Galicie et la Volhynie, c'est tout à l'ouest du territoire ukrainien, c'est-à-dire à la frontière avec la Pologne. Cet épisode douloureux pour les Polonais entretient toujours des tensions diplomatiques entre les deux pays.
C'était une précision importante, merci beaucoup Clément. Si on en revient à l'influence de la guerre en Ukraine sur la défense polonaise, est-ce que la menace russe est forte ? En tout cas, les Russes se montrent menaçants. Des responsables russes, comme l'ancien président Medvedev, ont déjà ouvertement désigné la Pologne comme une cible potentielle. Soyons honnêtes, aucun pays n'a renforcé sa sécurité par une adhésion à l'OTAN. La Pologne, les États baltes et plus récemment la Finlande et la Suède en sont de bons exemples. Aujourd'hui, ils forment un bloc hostile à notre égard. Cela signifie qu'ils sont automatiquement devenus une cible pour nos forces armées, y compris pour d'éventuelles frappes de représailles, peut-être même nucléaires. Donc à chaque fois qu'on se pose la question de qui pourrait être le prochain pays visé par la Russie, eh bien la Pologne arrive en haut de la liste. C'est déjà arrivé par le passé et la crainte c'est que ça se reproduise à l'avenir. Ce qui a poussé la Pologne à revoir ses plans d'ailleurs après l'invasion de l'Ukraine. C'est-à-dire ? Jusque-là, toute la politique polonaise était plutôt tournée vers les questions intérieures. Avant, l'idée, c'était plutôt de repousser les Russes s'ils venaient attaquer. C'était d'avoir une défense un peu élastique, justement sur ces grandes plaines plates. Il n'y a pas les Alpes entre la Pologne et Kaliningrad ou la Biélorussie. Donc reculer, reprendre les territoires perdus, ensuite avec l'aide des alliés, principalement évidemment des Américains. Et cette approche, elle a été abandonnée après les massacres commis par les Russes à Boutcha, en banlieue de Kiev. L'idée aujourd'hui, c'est d'empêcher qu'un seul soldat russe puisse mettre un pied sur le territoire polonais. Il faut donc une armée énorme pour dissuader et faire comprendre aux Russes qu'il ne faut même pas essayer de s'attaquer aux Polonais. Et ce changement de doctrine face à la Russie, comment il s'illustre ? Alors le pays a entamé un imposant renforcement déjà de ses infrastructures de défense aux frontières avec la Russie et la Biélorussie, avec une ligne de défense ferme, fixe, avec de grands grillages, des barbelés, dans certains cas des fossés. C'est long de 700 km. Il y aura des bunkers évidemment, il y a des mines. La Pologne récemment, elle a dit qu'elle allait quitter la convention d'Ottawa pour réautoriser l'utilisation de mines antipersonnelles, comme les pays baltes d'ailleurs, et la Finlande. Et au-delà de ça, il y a la nécessité d'investir dans des missiles à longue portée, par les lance-roquettes qu'évoquait Paul, comme on l'a dit tout à l'heure, pour potentiellement frapper les Russes s'ils voulaient attaquer sur leur nœud logistique sur leur territoire aux Russes. Donc par ailleurs, c'est important, Varsovie espère prendre part aux négociations dans un éventuel processus de paix entre la Russie et l'Ukraine, dont on parle beaucoup en ce moment. Et elle veut éviter un nouvel accord entre les deux belligérants sans être à la table des négociations, comme ça avait été le cas pour Minsk II en 2015, après les événements de 2014. La Pologne, porte d'entrée en Europe, se prépare donc à faire face à la Russie, mais c'est aussi le changement de contexte international qui la pousse à renforcer sa défense. J'ai dit que s'ils ne veulent pas payer, nous n'allons pas les défendre. Il n'y aurait pas l'OTAN en ce moment si je n'étais pas là. Je considère que l'OTAN est partiellement bonne, mais il faut que les membres de l'OTAN réfléchissent bien. Quand on parle de défense européenne, ces dernières semaines, on pense souvent à Donald Trump. Clément, Paul, si on regarde ce que fait la Pologne, c'est plutôt un bon élève aux yeux des Américains. Oui, un très bon élève. A priori, même les Polonais, c'est l'exemple de ce qu'il faut faire en Europe pour Washington. D'abord parce que c'est des très bons clients de l'industrie militaire américaine et ils respectent le niveau de PIB consacré à la défense depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est 2%. Mais récemment, Trump a dit qu'il faudrait monter à 5%. Alors, c'est jugé bien trop élevé comme pourcentage de richesse nationale par les pays de l'ouest du continent, comme la France. Mais la Pologne, elle le fait déjà. Cet engagement américain en Pologne, c'est ancien et c'est constant. Pour rappel, comme beaucoup de pays de l'Est, la Pologne, elle a adhéré à l'OTAN avant d'adhérer à l'Union européenne. Elle a rejoint l'année dernière le groupe même des rares pays européens où les États-Unis stockent du matériel militaire en cas de conflit. Je précise que lors du premier mandat de Trump, il y a eu la signature d'un accord de coopération de défense avec la présence de soldats américains dans l'ouest de la Pologne. Au total, actuellement, il y a plus de 10 000 soldats américains dans le cadre à la fois bilatéral, mais aussi avec l'OTAN. Il faut souligner que dans ce contexte de tension entre les dirigeants européens et Trump, ce sont les Polonais qui ont gardé peut-être les meilleures relations avec les Américains.
Justement, comment le discours de Donald Trump, qui laisse planer le doute sur son adhésion à l'OTAN, est perçu en Pologne ? Forcément, ça inquiète. D'autant que les États-Unis ont déjà annoncé le retrait des troupes américaines de l'aéroport de Jasionka, à 60 km de la frontière ukrainienne, qui était jusqu'à présent une véritable plaque tournante du soutien militaire à l'Ukraine. Alors, les soldats ont été redéployés ailleurs dans le pays, n'ont pas disparu. Mais plus globalement, Washington envisage de retirer 10 000 troupes américaines postées en Europe de l'Est. Or, la Pologne compte sur la présence américaine pour être protégée. Et donc, face à cela, que fait la Pologne ? Alors, elle commence à faire évoluer sa position sur ce qu'on appelle l'autonomie stratégique européenne, c'est-à-dire être en mesure de se défendre sans dépendre des Américains. C'est la doctrine qui est prônée par la France et qui jusque-là était très peu soutenue et certainement pas soutenue par les Polonais. Mais à l'issue de son entretien avec Emmanuel Macron, en marge du sommet des alliés de l'Ukraine, le 27 mars dernier à Paris, le Premier ministre polonais, Tusk, a parlé, je cite, d'un possible tournant majeur en matière de garantie de sécurité commune. On sait aussi qu'il y a des discussions entre la France et la Pologne autour d'une protection nucléaire française, comment la dissuasion nucléaire française pourrait profiter d'une certaine manière aux Polonais. Et puis la France, c'est le seul pays de l'Union européenne à disposer de l'arme nucléaire. Et Emmanuel Macron avait parlé de dimension européenne des intérêts vitaux français. L'idée que la France s'inscrit dans des partenariats avec ses voisins et que c'est vital pour elle. Après, il reste à savoir comment cette idée de sécurité nucléaire française pourra aller de Brest jusqu'à Varsovie. La politique de défense polonaise pourrait donc encore évoluer. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. Merci Charlotte. À bientôt. Chers auditeurs, si les questions militaires vous intéressent, je vous rappelle donc l'autre podcast de l'Express, l'État-Major, présenté par Clément Dagnès. On publie un nouvel épisode un mardi sur 2 sur toutes les plateformes d'écoute. La défense, comme l'économie, c'est l'un des arguments de la Pologne pour peser en Europe, et ce sera le thème du dernier épisode de cette série. Le centre de gravité européen se déplace-t-il vers Varsovie ? L'Europe à l'heure polonaise est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros avec Emeline Dulliot.